Bonjour mes élèves, je suis Mohamed Qbel Ouannes, votre professeur de sciences physiques. On va étudier aujourd'hui les ondes mécaniques progressives. Ce cours est assisté par l'inspecteur principal Fathi Ben Salah, M. Fathi Ben Salah. Ce cours pour les élèves du bac maths, sciences et techniques. Le plan de notre exposé est le suivant. On va commencer notre cours par une introduction. Ensuite, on va définir les ondes mécaniques progressives. Étudier le cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive le long d'une corde. Le cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive à la surface d'un liquide. Et le cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive à 3 dimensions, onde sonore. On va commencer notre introduction par 2 exemples. Exemple 1, propagation d'un tsunami. Les photos A, B, C et D montrent l'évolution d'un tsunami au cours du temps. Deuxième exemple, cas du corde d'une guitare. Une caméra placée à l'intérieur d'une guitare filme l'évolution des cordes au cours du temps. La question qui se pose, comment peut-on expliquer ces phénomènes physiques? Ondes mécaniques progressives. On va commencer par quelques définitions. Milieu élastique. C'est quoi un milieu élastique? C'est un milieu qui reprend de lui-même sa forme initiale après avoir subi une déformation brève. Comme exemple, lorsqu'on déforme un ressort, il reprend sa forme initiale. Le ressort est un milieu élastique. Le milieu élastique de propagation peut être unidimensionnel, le cas d'un ressort, d'une corde, bidimensionnel, le cas d'une surface d'un liquide, ou tridimensionnel, le cas de l'air, c'est-à-dire à 3 dimensions. Ébranlement. Maintenant, c'est quoi un ébranlement? On va prendre quelques exemples. Exemple 1, cas d'une goutte d'eau. Donc, une goutte d'eau tombe à la surface libre d'un liquide, elle la déforme. Cette déformation se propage à partir du point d'impact appelé source dans toutes les directions. Cette déformation est dite ébranlement. Exemple 2.
Cas d'une corde tendue. Lorsqu'on impose une déformation à l'extrémité d'une corde, la déformation se propage le long de la corde selon une seule direction. Exemple 3, cas d'un ressort. Lorsqu'on impose une déformation à l'extrémité d'un ressort, la déformation se propage le long du ressort selon une seule direction. Lorsqu'on impose aussi comme suit une déformation à l'extrémité d'un ressort, la déformation se propage le long de notre ressort selon une seule direction aussi, unidimensionnelle. Donc, lorsqu'on impose une déformation à l'extrémité d'une corde ou d'un ressort, cette déformation se propage à partir de la source, le long de la corde ou le long du ressort, selon une seule direction. La déformation est dite, très bien, ébranlement. Maintenant, comment on va définir alors un ébranlement? Allez-y, un ébranlement, est une, très bien, est une déformation de courte durée imposée localement à un milieu élastique. Il existe deux types d'ébranlement ou honte. On va voir par la suite c'est quoi une honte. Et on se retrouve en salle de TP histoire de voir deux types d'ondes mécaniques, les ondes mécaniques longitudinales et les ondes mécaniques transversales. Donc je te rappelle la définition d'une onde, c'est la propagation d'une perturbation avec transport d'énergie et sans transport de matière. Donc là, le milieu de propagation que je te propose, c'est le ressort. La perturbation, je vais avoir un mouvement transversal, je vais monter ma main et la redescendre, monter la main et la redescendre, comme ceci, voilà. Et on a déplacement de cette perturbation de la droite vers la gauche. Donc il y a deux directions qu'il va falloir bien identifier. C'est la direction de propagation. Donc cette perturbation se propage de la droite vers la gauche dans le milieu de propagation qui est le ressort. Donc là on a une propagation qui est évidemment unidimensionnelle. Cette perturbation n'a pas d'autre solution que de déformer le milieu élastique qui lui est proposé, à savoir le ressort, à une dimension. Donc on a cette direction de propagation de la droite vers la gauche. Et maintenant on va parler de la direction de la perturbation. Donc la direction de la perturbation, elle n'est pas dans le même sens que la propagation. La perturbation, je vais déplacer ma main vers le haut et la remettre à sa position initiale. Donc cette direction de propagation et cette direction de perturbation sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Et on va appeler ça une onde mécanique transversale. Donc là, tac, j'ai créé cette perturbation en allant vers le tableau et la propagation, elle s'est dirigée de la droite vers la gauche. Donc ça, c'est une onde transversale. Maintenant, si je génère une perturbation qui est collinéaire à la direction de propagation, on va avoir une onde longitudinale. Et dans ce cas-là, je vais pratiquer une compression sur le ressort et une décompression. Voilà. Donc là, la direction de la perturbation est collinéaire à la direction de la propagation. On appelle ça une onde longitudinale. Longitudinale, transversale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura permis de bien fixer les éléments et surtout que ça te permettra de ne
pas te tromper lorsqu'il faudra définir une onde mécanique. Voilà, Donc, je te dis à bientôt. On a deux types d'ébranlement ou onde. On va voir par la suite, on a dit qu'est-ce que c'est quoi une onde. Transversale et longitudinale. Donc, la direction de l'ébranlement, dans ce cas, est perpendiculaire à la direction de propagation. Dans cet exemple, la direction de l'ébranlement est la même que la direction de propagation. Donc, l'ébranlement est dit transversal si sa direction est perpendiculaire à la direction, très bien, de propagation. Maintenant, l'ébranlement est dit, très bien, longitudinal si sa direction et celle de la propagation sont les mêmes. Maintenant, célérité de propagation d'un ébranlement. C'est quoi la célérité de propagation d'un ébranlement? La célérité de propagation d'un ébranlement, c'est la vitesse de propagation de l'ébranlement, notée par C ou V, son unité mètre seconde moins 1, est donnée par la relation C égale à delta X sur delta T, où delta X représente la distance parcourue par l'ébranlement et delta T la durée du parcours. On peut mesurer la célérité de propagation d'un ébranlement, expérimentalement bien sûr, comme suit. Donc, j'ai une règle. Je peux, par exemple, choisir la distance entre, à peu près, bien sûr, entre 10 et 30 cm. C'est 20 cm, ça veut dire 0,2 mètres. Donc, on va imposer un ébranlement. Lorsque l'ébranlement arrive en ce point, on va déclencher un chronomètre. Arrivant en ce deuxième point, on va arrêter notre chronomètre. Allons-y. Et hop. Et hop. Donc, on a mesuré la durée du parcours. Donc, par exemple, la valeur 6,8 par exemple secondes. Donc, avec une mesure plus précise, donc on a choisi la distance parcourue en mètres. Avec notre chronomètre, on peut mesurer avec précision la durée du parcours, d'où la vitesse ou bien la célérité de propagation de notre ébranlement, c'est la distance parcourue sur la durée du parcours. Donc, notez bien, la célérité est une constante dans un même milieu homogène. Ça veut dire lorsque je travaille dans un même milieu homogène, la célérité ou bien la vitesse de propagation, on a dit, est une constante. Maintenant, la célérité ne dépend pas de l'amplitude de l'ébranlement, mais elle dépend de la nature du milieu de propagation et de ses propriétés. Prenons un exemple. Par exemple, la célérité de propagation de l'ébranlement à la surface de l'eau, c'est 0,3 mètres secondes moins 1. La célérité de l'ébranlement le long d'une corde, c'est 10 mètres secondes moins 1. La célérité de propagation d'un ébranlement sonore, le son, dans l'air à 20 degrés Celsius, c'est 342 mètres secondes moins 1. Pardon. Donc, vous voyez que la célérité de propagation, elle dépend de la nature du milieu, si vous voulez, de propagation et de ses propriétés. Par exemple, si on va changer la température, au lieu de travailler à 20 degrés Celsius, on va travailler à 40 degrés Celsius.
la célérité va changer. Principe de propagation d'un ébranlement. Donc, on va maintenant s'intéresser. Donc, revenons à notre animation. On va s'intéresser maintenant au mouvement du premier point, qu'on va l'appeler le point source. Et on va comparer ce mouvement par rapport au mouvement d'autres points. Par exemple, ce point en bleu, ce deuxième point en bleu. Donc, essayez de concentrer sur la source, son mouvement. Allons-y. Donc, vous voyez bien. Ce point en bleu, initialement au repos, puis il monte, puis il descend. Ce point, initialement au repos, lorsque l'ébranlement arrive après un retard de temps qu'on va noter par θ, qu'est-ce qu'il va faire? Il monte, puis il descend. Est-ce que les points se déplacent horizontalement? Regardons une autre fois. Essayez de se concentrer. C'est un mouvement seulement vertical. Regardez ce point. Il monte ou descend. Donc c'est un mouvement vertical. Dans ce cas, on dit la propagation d'un ébranlement se produit sans transport de la matière, puisque les points ne se déplacent pas horizontalement. On dit que la propagation de l'ébranlement se produit avec une transmission de l'énergie, c'est-à-dire chaque poids de la corde va transmettre de l'énergie au point le plus proche, etc. Donc, on a la propagation d'un ébranlement se produit avec une transmission de l'énergie sans transport de la matière. Maintenant, le mouvement de n'importe quel point de notre corde par rapport au mouvement de la source. Donc, une dernière fois, monte puis descend. Ce point initialement au repos, lorsque l'ébranlement arrive après un retard, il va reproduire le mouvement de la source, mais après un retard de temps qu'on va noter par la suite θ. Ce point initialement au repos, lorsque notre ébranlement arrive à ce point, il va reproduire le mouvement après un retard de temps θ. C'est le principe de propagation. Prenons un autre exemple. Le cas d'un bateau dans la mer. On a le sens de propagation de la vague. Arrivant à notre bateau, le bateau va monter puis descendre dans la même position. Donc, propagation de l'ébranlement, dans notre cas de la vague, avec une transmission de l'énergie, mais sans transport de la matière. Donc, la propagation d'un ébranlement est due à une transmission de l'énergie d'un point à un autre du milieu de propagation sans transport de la matière. Donc, au cours de la propagation d'un ébranlement, d'un milieu élastique, tout point M de ce milieu, allez-y, voilà, reproduit le mouvement de la source S, mais après un retard de temps qu'on va noter par θ égale x sur la célérité c, avec θ représente le temps mis par l'ébranlement pour parcourir la distance SM égale à x, c'est-à-dire la distance entre la source et notre point M considéré. Le principe de propagation des ébranlements s'écrit alors Ym de t égale Ys de t moins θ, où Ym c'est l'élongation du point M, Ys c'est l'élongation du point S. On peut noter aussi Ys de t
égale ym de t plus θ. On va revenir par la suite dans notre cours à ces deux relations. Propagation d'une onde sinusoïdale entretenue. Maintenant, c'est quoi une onde? Comment on va définir une onde? D'une autre manière, quelle est la différence entre un ébranlement et une onde? Revenons à notre animation. Donc, regarde ici, je vais réaliser un ébranlement. Maintenant, une succession d'ébranlements. Une succession d'ébranlements identiques constitue une onde. Donc, un ébranlement et une onde. On peut remarquer que la célérité de propagation de l'ébranlement, c'est la même chose que la célérité de propagation de l'onde. Donc, comment on va définir une onde? Une onde est le phénomène résultant de la propagation d'une succession d'ébranlements dans un milieu donné. Notez bien, l'onde se propage à la célérité des ébranlements. On a dit que la célérité ou vitesse de propagation de l'onde, c'est la même chose que la célérité ou vitesse de propagation de l'ébranlement. Donc maintenant, on peut répondre à notre question posée au début. Le tsunami et le son d'une guitare sont deux exemples d'ondes. Onde progressive. Maintenant, comment on va définir une onde progressive? Une onde progressive est toute onde se propageant dans un milieu ouvert est dite progressive. Donc, toute onde se propageant dans un milieu ouvert est dite progressive. C'est-à-dire, lorsque le milieu de propagation est supposé infini ou illimité. Dans ce cas, l'onde se propage sans retour. Dans ce cas, on va parler d'une onde progressive. Maintenant, onde mécanique. Une onde est dite mécanique si le milieu propagateur est un milieu matériel. C'est-à-dire le cas, par exemple, de la corde ou bien du ressort. Ce sont de la matière. L'air, c'est de la matière. L'eau, c'est de la matière. Donc, lorsque le milieu de propagation est un milieu matériel, l'onde est dite dans ce cas onde mécanique. Cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive le long d'une corde élastique tendue. On va passer à notre expérience. La corde de Meld est avant tout un excitateur. Une bobine est alimentée par un courant alternatif. Cette bobine crée un champ magnétique B vertical qui change régulièrement de sens. Sous l'action du champ magnétique, la tige métallique s'est mise en oscillation verticalement, entraînant avec elle la tige de bois, elle-même reliée à une corde. En extrémité de cette corde, une boule de coton évite la réverbération des ondes. On peut éclairer cette corde de Meld à l'aide d'un stroboscope, appareil qui émet à intervalles de temps réguliers des éclairs lumineux, dont on peut régler la fréquence d'émission des éclairs. En éclairage stroboscopique, on observe effectivement l'ondulation le long de la corde. En jouant sur la fréquence des éclairs, on arrive à une immobilité apparente de la baguette. On s'intéresse maintenant au milieu de propagation dans son ensemble et on observe que deux points du milieu matériel sont dans le même état d'excitation. On peut ainsi définir la distance qui sépare ces deux points comme étant la périodicité spatiale ou longueur d'onde lambda. Cette immobilité apparente peut s'expliquer par le fait qu'entre deux éclairs successifs délivrés par le stroboscope, la baguette a juste le temps d'effectuer une ou plusieurs oscillations. On définit la périodicité temporelle T, le temps mis par la baguette pour effectuer une oscillation verticale. Son unité est la seconde. Une onde périodique peut donc ainsi disposer de deux périodes selon que l'on s'intéresse à une périodicité dans le temps ou dans l'espace.
La périodicité temporelle est le temps mis par un point du milieu de propagation pour effectuer une oscillation, alors que la périodicité spatiale est la distance qui sépare deux points du milieu de propagation dans le même état d'excitation. Ces deux grandeurs physiques sont reliées par la célérité c égale lambda sur t. Donc, on peut parler d'une double périodicité. Une période temporelle, c'est la durée d'une oscillation de n'importe quel point de notre corde, ou une période spatiale, appelée aussi longueur d'onde, notée lambda, c'est la distance entre deux points de la corde qui ont le même état vibratoire. Maintenant, ces deux périodes sont liées par la relation la célérité ou bien vitesse de propagation, c'est égal lambda sur t. Donc, le dispositif expérimental est constitué d'un vibreur qui impose à l'extrémité O d'une corde une onde mécanique sinusoïdale transversale. Donc, on a un vibreur qui va imposer à l'extrémité O d'une corde une onde mécanique sinusoïdale transversale. À l'autre extrémité A, la corde passe sur la gorge d'une poulie fixe sur laquelle est mise une pelote de coton afin d'éviter les réflexions possibles. Donc, à l'autre extrémité A, la corde passe sur la gorge d'une poulie fixe sur laquelle on va mettre du coton pour éviter les réflexions possibles, pour supposer que notre onde est progressive. À la lumière ordinaire, donc on a apparition de la corde sous forme d'une bandelette floue de largeur 2A. Donc de largeur 2A, où A représente l'amplitude de l'onde. Cette observation est due à la rapidité du mouvement et à la persistance de l'image sur la rétine. Maintenant, l'amplitude A diminue en s'éloignant de la source à cause des frottements. Donc vous voyez que la largeur de notre bande, elle diminue en s'éloignant de la source. C'est à cause des frottements. En éclairage stroboscopique, donc pour expliquer l'observation de la corde en éclairage stroboscopique, on s'intéresse à l'expérience suivante. Quand la durée d'un tour est inférieure à 1/20 de seconde, l'œil n'est plus capable de distinguer les différentes positions de la tache noire. When the duration of a turn is less than 1/20 of a second, eye is no longer able to distinguish the different positions from the black spot. En modifiant la fréquence des flashs lumineux, on observe l'arrêt, le ralenti avant ou arrière du disque. Depending on the flash frequency, the disc is seen to be either stationary or moving slowly backward or forward. Donc, soit la période de rotation du disque T, on va noter par T la période de rotation de notre disque. TE, la période des éclairs du stroboscope. TE, c'est la période de notre stroboscope. Choisissons par exemple le sens de rotation réel est le suivant. Prenons un exemple. La période de rotation de disque égale 1 seconde, c'est-à-dire
chaque seconde, le disque fait un tour. Si maintenant on va éclairer notre disque avec une période des éclairs de secondes, c'est-à-dire la tache rouge fait un tour en une seconde, 2 tours, à ce moment-là, on va éclairer notre disque. On va observer que la tache rouge dans la même position initiale. Si on va éclairer par exemple avec une période des éclairs 3 secondes, la tache rouge fait un tour, 2 tours, 3 tours. À ce moment-là, on va éclairer notre disque. On observe toujours la tache rouge dans la même position. Dans le cas général, pour TE égale P fois T, avec P appartenant à N étoiles, on va observer la tache rouge paraît immobile. Maintenant, gardons la même période de rotation de disque, 1 seconde. Mais on va changer la période des éclairs. On va éclairer notre disque, par exemple, avec une période des éclairs 1,05 secondes. C'est-à-dire, la tache rouge fait un tour en 1 seconde, mais nous, on va l'éclairer après un retard de 0,5 secondes. Donc, on va observer notre tache rouge décalée vers la droite. Dans ce cas, on va observer un mouvement apparent, ralenti, dans le sens réel de rotation. Dans le cas général, si on va choisir une période des éclairs TE légèrement supérieure à P fois T, si on parle des fréquences, on aura PNE légèrement inférieur à N, puisque T et N sont inversement proportionnels. T égale 1 sur N. Donc, pour TE légèrement supérieur à P fois T, on aura P fois NE légèrement inférieur à N. Dans ce cas, la tache rouge paraît en mouvement ralenti dans le même sens que le sens réel de rotation. Maintenant, si on va garder toujours la même période de rotation de disque 1 seconde, mais on va choisir la période des éclairs, par exemple 0,95 secondes, légèrement inférieure à 1 seconde. Dans ce cas, avant que la tache rouge fait un tour complet, on va éclairer notre disque avec une avance de 0,05 secondes. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va observer? Un mouvement ralenti dans le sens inverse au sens réel de rotation. Dans le cas général, pour TE légèrement inférieur à P fois T, donc P fois NE légèrement supérieur à N, on a la tache rouge paraît en mouvement ralenti dans le sens inverse au sens réel de rotation. Double périodicité d'une onde. Sinusoïde d'espace, Y en fonction de X. Prenons cette animation. On a une corde tendue. À T0, la corde est au repos. On va imposer à l'extrémité de la corde une onde sinusoïdale transversale. Donc, à T égale à 0, la corde paraît immobile. À un instant T1 supérieur à T0, on va observer la corde comme suit. Pour un instant T2 supérieur à T1, on va observer la corde comme suit, etc. Donc, on a l'aspect de la corde à un instant de date T bien déterminé. Donc, on a une courbe sinusoïdale, puis une courbe nulle. Ce qui est logique, bien sûr, puisque ces points sont encore au repos. L'onde n'a pas encore arrivé à ce point. Donc, puisque c'est l'aspect de la corde, donc c'est une courbe Y en fonction de X, telle que la distance, puisque l'unité, le mètre, la distance entre ces deux points qui sont dans un même état vibratoire, c'est la période spatiale qu'on va noter par lambda, ou bien aussi c'est la longueur d'onde. Maintenant,
regardez ici, on va se concentrer à maintenant la partie la plus avancée de notre onde, à T1, par exemple. Vous voyez la partie la plus avancée. À un instant T2 supérieur à T1, donc on va observer cette partie. Est-ce qu'elle change de forme? Donc vous voyez que la partie la plus avancée de l'onde ne change pas de forme. Cette partie, on l'appelle le front d'onde. D'accord? Donc à T0 égale à 0, la corde paraît immobile. À un instant T1 supérieur à T0, on a l'aspect suivant, par exemple. À un instant de date T2 supérieur à T1, on a cet aspect. Donc, tel que cette distance, c'est la période spatiale ou la longueur d'onde lambda. Donc, ces courbes représentent les aspects de la corde à différents instants de date T bien déterminés. Donc, puisqu'ils représentent les aspects de la corde, ce sont des sinusoïdes d'espace, sont des courbes Y en fonction de X, telles que, notez bien, la partie la plus avancée ne change pas de forme au cours de la propagation. Donc, on a dit, cette partie est dite le front d'onde. Et l'abscisse de ce point, on va noter par XF pour dire l'abscisse du front d'onde. Sinusoïde maintenant de temps ou loi horaire, Y en fonction du temps. Donc on a vu sinusoïde d'espace, Y en fonction de X. Maintenant sinusoïde de temps, Y en fonction du temps. Donc on va faire une expérience, c'est l'analyse optique. Maintenant, considérons le dispositif suivant où on s'intéresse au mouvement d'un seul point de la corde au cours du temps. Donc, notre corde, nous, on va s'intéresser à un seul point qu'on va noter par M au cours du temps. Donc, on éclaire à l'aide d'une source lumineuse le point M considéré. La lumière arrive sur un miroir tournant et se réfléchit sur un écran. Donc, on a notre corde, notre point M qui nous intéresse. On va, à l'aide d'une source lumineuse, éclairer ce point M, arrivant sur un miroir tournant qui se réfléchit sur un écran. Notre point M, à l'aide d'une source lumineuse, on va éclairer notre point M. La lumière arrive sur un miroir tournant qui sera réfléchi. On observe donc l'ombre portée du point M sur notre écran. Maintenant, puisque cette courbe, elle traduit le mouvement du point M au cours du temps. Donc, cette courbe représente l'évolution au cours du temps de l'élongation du point M d'abscisse X bien déterminée. C'est le diagramme du mouvement du point M considéré. Donc, on a dit, puisque c'est la courbe du mouvement du point M au cours du temps, donc cet intervalle, c'est la période temporelle qu'on va noter par T. Une onde est donc caractérisée par une double périodicité. Une période spatiale ou longueur d'onde lambda, qu'on détermine à partir du sinusoïde d'espace, c'est-à-dire l'aspect de la corde à un instant de date T bien déterminé, et elle est définie comme étant, c'est quoi la période spatiale? Puisque l'unité en mètres, donc c'est une, très bien, c'est une distance. C'est la distance parcourue par l'onde
pendant une période temporelle t. Maintenant, une période temporelle t qu'on détermine à partir de l'équation du mouvement du point m considéré au cours du temps. Donc, c'est quoi une période temporelle t? C'est très bien, c'est la durée pendant laquelle un point m a reproduit le même mouvement. Il ne faut pas oublier que chaque point m oscille dans la même position verticale. On peut définir aussi notre période temporelle t comme étant la durée pendant laquelle l'onde a parcouru une période spatiale lambda. Donc, ces deux périodes sont reliées par la relation suivante. Lambda égale c fois t égale c sur n. Avec lambda, c'est la période spatiale ou longueur d'onde, l'unité mètre. T, c'est la période temporelle, l'unité la seconde. C, c'est la célérité ou vitesse de propagation, en mètres secondes moins 1. Bien sûr, T égale 1 sur n, donc n, c'est la fréquence en Hertz. Maintenant, cette relation est valable pour une période spatiale et temporelle. Maintenant, pour une distance quelconque, lambda, on va noter x quelconque, et t, on va noter par petit t ou bien par θ. Donc, pour une distance quelconque, on a alors x égale c fois t égale c fois θ. Maintenant, si on fait le rapport de ces deux relations, on aura x sur lambda, simplifiant par c égale à θ sur t. Donc, x sur lambda égale θ sur t égale à une constante. Étude théorique. Soit un repère orthonormé OIJ tel que l'axe OX du repère orthonormé OIJ coïncide avec la corde au repos. Donc, l'axe OX qui coïncide avec notre corde au repos. L'origine O du repère orthonormé OIJ est confondue avec la position d'équilibre de la source S. Donc, l'origine O de notre repère est confondue avec la source S lorsque notre corde est au repos. L'axe OY du repère orthonormé OIJ mesure l'élongation YM de chaque point M de la corde et XM représente l'abscisse du point M de la corde lorsqu'il est au repos. Donc, considérons un point M de la corde, on a l'abscisse X et l'ordonnée Y. طلعت لوحدها نرجع بلي لحظة كبرت دقيقة بركة كبار الكرامة غير ما فقت باش نعاودها كي مسيت الكرامة دونك نعاودها دونك étude théorique تفضل étude théorique. Soit un repère orthonormé OIJ tel que l'axe OX du repère orthonormé OIJ coïncide avec la corde au repos. L'origine O du repère orthonormé OIJ est confondue avec la position d'équilibre de la source S. Donc l'axe OX, il coïncide avec notre corde au repos de longueur L par exemple. O, l'origine coïncide avec la source S. L'axe OY du repère orthonormé OIJ mesure l'élongation YM de chaque point M de la corde et XM représente l'abscisse du point M de la corde lorsqu'il est au repos. Donc, choisissons un point M de l'autre corde. On a l'abscisse XM et l'ordonnée YM représente l'élongation du point M.
Donc, puisque le vibreur impose à l'extrémité de la corde une onde mécanique sinusoïdale, donc la source S est animée d'un mouvement sinusoïdal dont l'élongation s'écrit alors YS de t égale A sinus oméga t plus phi S, quel que soit t supérieur ou égal à 0. On a quel que soit t supérieur ou égal à 0, puisque la source S débute son mouvement à t égale à 0. On a YS, c'est l'élongation de la source S, l'unité le mètre. A, c'est l'amplitude de la source. Oméga, c'est la pulsation en radians secondes moins 1. Phi S, c'est la phase initiale de la source S en radians. Et le terme oméga t plus phi S représente la phase à l'instant t quelconque, en radians bien sûr. On a oméga 2pi n égale 2pi sur t. On connaît bien sûr les unités. Donc, YS est l'élongation de la sinusoïde de temps du point source S. Maintenant, prenons le cas où la source S débute son mouvement à partir de sa position d'équilibre et dans le sens positif. Donc, on a deux conditions. S débute, c'est-à-dire AT égale à 0. Son mouvement à partir de sa position d'équilibre, c'est-à-dire YS AT égale à 0, égale à 0. Et dans le sens positif, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps, AT égale à 0 de YS est positif. On aura alors les deux conditions suivantes. YS de t 0 égale à 0 et dérivée de YS par rapport au temps AT égale à 0 est positif. Or, on a YS égale A sinus oméga t plus phi S. Donc, AT égale à 0, remplaçant t par 0, mettons égal à 0. Et dérivant YS par rapport au temps AT égale à 0. Donc, les deux conditions deviennent alors A sinus phi S égale à 0 et A oméga cosinus phi S est positif. Avec A et A oméga, deux constantes positives non nulles, les deux conditions deviennent alors sinus phi S égale à 0 et cosinus phi S est positif. L'angle phi S est alors phi S égale à 0, puisque sinus égale à 0 et le cosinus est positif. L'équation horaire du mouvement de la source S s'écrit alors dans notre cas YS de t égale A sinus oméga t, puisque phi S égale à 0. Donc, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Donc, cette équation se traduit par la courbe suivante. Donc, vous voyez AT égale à 0, elle débute par 0 et dans le sens croissant, puisque phi S égale à 0. Maintenant, prenons le deuxième cas où la source S débute son mouvement à partir de sa position d'équilibre et dans le sens négatif dans ce cas. Donc, on a les deux conditions. Toujours YS de t égale à 0 égale à 0 et la dérivée de YS par rapport au temps AT égale à 0 est négatif. Les deux conditions s'écrivent dans ce cas. A sinus phi S égale à 0 et A oméga cos phi S est négatif. Donc, on aura sinus phi S égale à 0 et cosinus phi S est négatif. Dans ce cas, phi S à quoi égal? Très bien, phi S égale à pi radian. D'où l'équation horaire de la source s'écrit dans ce cas YS de t égale A sinus oméga t plus pi, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Maintenant, cette équation se traduit aussi par la courbe suivante. Donc, dans ce cas, AT égale à 0 débute par 0, mais dans le sens décroissant, puisque phi S égale à pi radian, bien sûr. Principe de propagation. Le principe de propagation s'écrit, on a noté tout à l'heure que Ym de t égale Ys de t moins θ. Qu'est-ce qu'il me dit le principe de propagation? Le point M, il reproduit le mouvement de la source S, mais après un retard de temps θ égal à x sur v.
Donc, pour écrire l'équation horaire du point M, il suffit d'écrire l'équation horaire de la source et remplacer t par t moins θ. Donc, on a ys de t égale a sinus oméga t plus phi s. Il suffit de remplacer t par t moins θ pour écrire l'équation horaire du point M. Donc, maintenant, ym de t s'écrit donc a sinus oméga t moins θ. On a remplacé t par t moins θ plus phi s. Bien sûr, oméga, c'est 2pi sur t. Donc, on aura alors ym de t égale a sinus 2pi sur t, t moins θ plus phi s. Maintenant, on va développer ce terme. On aura alors ym de t égale a sinus 2pi t sur t moins 2pi θ sur t plus phi s. D'autre part, on a les relations lambda v fois t et x égale v fois θ. Faisons le rapport 2 sur 1. Qu'est-ce qu'on va obtenir? X sur lambda égale θ sur t, après avoir simplifié par la vitesse. Donc, on peut remplacer le rapport θ sur t par x sur lambda. On aura alors ym de t a sinus 2pi t sur t moins 2pi x sur lambda plus phi s. Maintenant, si vous voulez, ce terme, moins 2pi x sur lambda plus phi s, c'est la phase initiale du point M. Donc, soit phi m égale moins 2pi x sur lambda plus phi s. L'équation du point M s'écrit alors ym de t égale a sinus oméga t plus phi m, quel que soit t supérieur ou égal à θ. Et ym de t égale à 0, quel que soit t inférieur à θ. Donc faites attention, ce n'est pas comme le cas de la source, quel que soit t supérieur ou égal à 0, puisque la source débute son mouvement à t égale à 0. Pour le point M, débute son mouvement après un retard de temps θ. Donc, puisque le point M débute son mouvement après un retard de temps θ, c'est pourquoi on note t supérieur ou égal à θ. Bien sûr, pour t inférieur à θ, le point M il est encore au repos, donc il a une élongation nulle. Donc, puisque pour t inférieur à θ, on a dit que le point M est encore au repos. D'après le principe de propagation, on obtient donc une équation généralisée qui dépend de x et t, qui s'écrit a sinus 2pi t sur t moins 2pi x sur lambda plus phi s. Donc, pour représenter maintenant le diagramme du mouvement d'un point M1 d'abscisse x1, le diagramme de mouvement, c'est y en fonction du temps. Donc, on va laisser t variable et on va remplacer x par x1. On aura alors ym1 de t égale a sinus 2pi t sur t moins 2pi x1 sur lambda plus phi s. Avec toujours ce terme moins 2pi x1 sur lambda plus phi s, c'est la phase initiale du point M1. Donc, on aura alors ym1 de t égale a sinus oméga t plus phi m1, quel que soit t supérieur ou égal à θ, ou bien θ1, et ym1 de t égale à 0, quel que soit t inférieur à θ. Prenons un exemple. Considérons ys de t s'écrit sous la forme 3 10 moins 3 sinus 200 pi t, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Avec ys en mètres et t en secondes. Donc, on a, d'après notre équation, l'amplitude A égale 3 10 à la puissance moins 3 mètres, phi s égale à 0, vous voyez, et oméga 200 pi radian seconde moins 1, on peut déterminer la période t puisque oméga égale à 2pi sur t. Donc, on a oméga égale à 2pi sur t. Donc, t 2pi sur oméga, c'est 2pi sur 200 pi. Simplifiant par pi, on obtient la période t, c'est 1 10 à la puissance moins 2 secondes. Cette équation, c'est
traduit par la courbe suivante, avec, on a l'amplitude 3 10 puissance moins 3 mètres. La période temporelle, c'est 1 10 à la puissance moins 2 secondes. Bien sûr, phi s égale à 0, donc vous voyez qu'elle débute à t égale à 0 dans le sens croissant. Représentation du diagramme du mouvement d'un point. Par exemple, on va choisir un point M2 d'abscisse x2 égale 1,5 lambda. Donc, on a, d'après le principe de propagation, toujours l'équation généralisée en fonction de x et t, puisqu'on cherche le diagramme du mouvement. Le diagramme du mouvement, c'est y en fonction du temps. Du point M2 d'abscisse x2 égale 1,5 lambda, on va remplacer x par x2 et on va laisser t variable. Donc, on aura ym2 de t, s'écrit a sinus 2pi t sur t, moins 2pi x2 sur lambda plus phi s. Maintenant, on a toujours l'amplitude la même, 3 10 à la puissance moins 3 mètres. On a oméga 200 pi radian seconde moins 1. Et ce terme, moins 2pi x2 sur lambda plus phi s, c'est not autre que phi m2. Donc, bien sûr, phi s égale à 0. Donc, ce terme, phi m2 égale moins 2pi x2 sur lambda plus phi s. x2, c'est 1,5 lambda. Phi s égale à 0. Simplifiant par lambda, moins 2pi fois 1,5, c'est moins 3pi. Or, moins 3pi, c'est moins 2pi moins pi. Avec moins 2pi, c'est 2kpi. Donc, il reste moins pi. Or, moins pi, c'est la même chose que pi radian. Donc, finalement, on a trouvé phi m2 égale à pi radian. Donc, on a lambda égale à v fois t, toujours. Donc, et x2 égale à v fois θ. Le rapport θ sur t égale à x2 sur lambda. Avec x2, c'est 1,5 lambda. Simplifiant par lambda, on a trouvé le rapport égale 1,5. D'où θ, je peux l'écrire en fonction de la période temporelle t. Donc, θ égale 1,5 fois t. Le retard θ, c'est 1,5 t. Avec, on a calculé tout à l'heure t 10 à la puissance moins 2 secondes. On aura le retard θ égale 1,5 10 à la puissance moins 2 secondes. Donc, finalement, l'équation horaire du point M2 s'écrit alors 3 10 à la puissance moins 3, sinus 200 pi t plus pi, quel que soit t supérieur ou égal à θ égale 1,5 t, et pour t inférieur à θ 1,5 t, on a ym2 égale à 0. Bien sûr, il ne faut pas oublier les unités, ym2 en mètres et t en secondes. Donc, la sinusite de temps du point M2 se représente comme suit. Donc, on a toujours l'amplitude A, 3 10 puissance moins 3 mètres. θ, on a calculé 1,5 10 à la puissance moins 2 secondes. On aura la sinusoïde suivante. Donc, on a 3 10 à la puissance moins 3. Le retard, on a déjà calculé 1,5 10 puissance moins 2 secondes. Donc, 0,5 10 moins 2, 1. 1,5 10 à la puissance moins 2 secondes. Bien sûr, en fonction du temps. Donc, c'est quoi? C'est la période temporelle t. Très bien. 10 à la puissance moins 2 secondes. Donc, voilà. Faites attention ici. Il ne faut pas mélanger ou bien confondre entre phi s et phi m. On a phi s égale à 0. Puisque le point M2, d'après le principe de propagation, reproduit le mouvement de la source S après le retard θ. Donc, pour t égale à θ, on a notre courbe du but dans le sens croissant, puisque phi S égale à 0. Voilà, donc il ne faut pas dire on a phi m2 égale à pi, donc on va commencer à t égale à θ dans le sens décroissant. Maintenant, juste pour vérifier que phi m2 égale à pi, on suppose, faites attention, c'est une supposition, on suppose que notre courbe du point M2 va commencer à partir de
point O. Donc, on aura, si on va compléter notre courbe, on va obtenir cette courbe. Dans ce cas, AT égale à 0, on a phi M2 égale à pi, puisque pour t égale à 0, donc notre courbe de but, le mouvement dans le sens décroissant. Donc, faites attention, mais malgré qu'on a représenté la courbe du point M2, donc, on a phi S égale à 0, donc le mouvement de but du point M2 comme la source dans le sens croissant. Maintenant, comme conclusion pour les sinusoïdes de temps ou loi horaire. Donc, on a la source S de but, son mouvement AT égale à 0. Dans notre cas, l'exemple qu'on a pris, phi S égale à 0, donc dans le sens croissant. Pour un point M1, par exemple, d'abscisse X1 égale lambda, on a pour t inférieur à θ, fonction nulle, puisque le point M1 encore au repos. Pour t supérieur à θ, on a une fonction sinusoïdale comme la source, d'après le principe de propagation. Choisissons un autre point M2, d'abscisse X2 égale 1,5 lambda. On a pour t inférieur à θ 1,5 t, une fonction nulle, puis, comme la source, une fonction sinusoïdale. Un autre point, M3 d'abscisse X3 2,5 lambda. On a pour t inférieur à θ 2,5 t, une fonction nulle, puis, pour t supérieur à θ, une fonction sinusoïdale comme la source S. Vous voyez, on applique toujours le principe de propagation. Donc, les sinusoïdes de temps sont les courbes Y en fonction de t. Donc, on a toujours fonction nulle pour t inférieur à θ, sauf la source débute le mouvement à t égale à 0, puis une fonction sinusoïdale comme la source S. Par exemple, si on a phi S égale à pi, donc notre courbe dans le sens décroissant, on aura alors pour le point M1 début dans le sens décroissant, etc. Maintenant, on va passer à la représentation de l'aspect de la corde à l'instant. Par exemple, j'ai choisi T2 égale à 2,5 T. On a représenté tout à l'heure les équations traduisant le mouvement de quelques points. Maintenant, on va représenter l'aspect de la corde à un instant de date T. J'ai choisi par exemple 2,5 T. On a toujours lambda égale à V fois T. XF pour dire X franc égale V fois T2. Le rapport nous donne XF sur lambda égale T2 sur T. Or, j'ai choisi T2 égale 2,5 T. Le rapport, après avoir simplifié par T, égale à 2,5. D'après ce rapport, je peux déterminer XF en fonction de lambda. Donc, on a XF égale à 2,5 lambda. D'après le principe de propagation, on a toujours, donc vous voyez toujours, on revient à notre principe de propagation. On a l'équation généralisée en fonction de x et t, y en fonction de xt a sinus 2pi sur t moins 2px sur lambda plus phi s. Maintenant, on veut déterminer l'aspect de la corde. L'aspect de la corde, c'est y en fonction de x. Donc, on va maintenant laisser x variable et on va remplacer t par t2 égale à 2,5 t. Donc, on aura alors y en fonction de x à l'instant t2 égale a sinus 2pi t2 sur t moins 2px sur lambda plus phi s. Bien sûr, j'ai remplacé t2 par 2,5 t. D'accord? On peut simplifier par t. On aura 2,5 fois 2pi, c'est 5pi. On a choisi le cas particulier où phi s égale à 0. Donc, on aura alors y en fonction de x à l'instant t2, c'est a sinus 5pi, je peux écrire 4pi plus pi. Or, 4pi, c'est 2kpi. Donc, on aura alors y en fonction de x à l'instant t2, a sinus pi moins 2px sur lambda. On a alors
y en fonction de x à l'instant t2, c'est a sinus pi moins 2πx sur lambda, quel que soit x inférieur ou égal à xf égale 2,5 lambda, et y en fonction de x à l'instant t2 égale à 0 pour x entre xf 2,5 lambda et L. Donc faites attention ici, on a y en fonction de x égale à 0 pour x supérieur à xf entre xf et la longueur de la corde. Pourquoi? Puisque pour x supérieur à xf, les points de la corde sont encore au repos. Prenons l'exemple v égale à 10 mètres secondes moins 1. On aura lambda égale à v fois t égale à 10 fois 10 à la puissance moins 2. On a déjà calculé la période temporelle t, 10 moins 2 secondes. On a lambda égale 10 fois 10 puissance moins 2 mètres. Remplaçons a par son expression, lambda par sa valeur, pardon, a par sa valeur 3, 10 à la puissance moins 3 mètres, lambda par sa valeur 10, 10 à la puissance moins 2. On a l'expression finale, y en fonction de x à l'instant t2, 3 10 puissance moins 3, sinus pi moins 20 πx, quel que soit x inférieur à xf 2,5 lambda, et y en fonction de x égale à 0 pour x entre xf et la longueur L de la corde. Maintenant, pour représenter l'aspect de la corde à l'instant de date T2, donc on a cette équation qui correspond à l'aspect de la corde à l'instant de date T2. On va considérer un tableau de valeurs, par exemple le tableau de valeurs suivant. Prenons un exemple. Pour x égale à 0, si on va prendre x égale à 0, on aura pi, sinus pi c'est 0, 0 fois a c'est 0. Donc pour x égale à 0, on a y égale à 0. Prenons le cas où x égale lambda sur 4. On va remplacer par lambda sur 4. X, on va remplacer par lambda sur 4. On peut simplifier par lambda, par 2. Il reste pi sur 2. Pi moins pi sur 2, c'est pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Fois a, c'est a. Donc, pour x égale lambda sur 4, on a y égale à a. Donc, l'aspect de la corde à l'instant de date T2 se représente alors comme suit. Donc, si on va représenter ces points, on obtient l'aspect suivant. D'accord? Donc, par exemple, pour x égale à 0, on a y égale à 0. Donc, on a lambda égale 10, 10 moins 2 mètres. Donc, lambda sur 2, lambda sur 4. Pour x égale lambda sur 4, on a y égale a. Bien sûr, on a xf égale 2,5 lambda. Donc, on a lambda, 2 lambda et 2,5 lambda. On a toujours, bien sûr, l'amplitude A, 3, 10 à la puissance moins 3 mètres. Xf égale 2,5 lambda. Et on a calculé tout à l'heure lambda 10, 10 moins 2. Donc, on trouve xf 25, 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc, 5, 10, 15, 20 et 25. Donc, xf du front d'onde égale à 2,5 lambda, qui est égal à 25, 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc, toujours, on a y en fonction de x. Cet intervalle, c'est la période spatiale ou la longueur d'onde lambda. Maintenant, pour conclure, les sinusoïdes d'espace sont les courbes y en fonction de x à des instants bien déterminés. Par exemple, à t égale à 0, on a la corde est immobile. De longueur, par exemple, je choisis comme exemple 5 lambda. Si je vais choisir un instant t1 égale à une période temporelle t, on a pour x inférieur à xf une fonction sinusoïdale. Pour x supérieur à xf, une fonction nulle, ce qui est logique puisque tous ces points sont encore au repos. Maintenant, on vérifie bien maintenant, faites attention, on s'intéresse au front d'onde. Tout à l'heure, on a dit la partie la plus avancée ne change pas de forme, puisque j'ai choisi le cas particulier où phi s égale à 0. Donc, notre front d'onde est précédé par une crête, donc je peux dire que phi s égale à 0
radians. Donc faites attention, juste c'est une vérification. Si je vais choisir un instant t2 égale 2,5 t, on a pour x inférieur à xf une fonction sinusoïdale, pour x supérieur à xf une fonction qui est nulle. Un autre exemple, pour t3 égale 3t, on a pour x inférieur à xf qui est égal à 3 lambda, une fonction sinusoïdale, et pour x supérieur à xf, une fonction nulle. Donc on vérifie bien toujours, la partie la plus avancée ne change pas de forme. Maintenant, les sinusoïdes d'espace sont les courbes y en fonction de x. Dans le cas at égale à 0, une fonction nulle. Pour les autres, pour x inférieur à xf, une fonction sinusoïdale. Pour x supérieur à xf, on a une fonction nulle, toujours puisque les points sont au repos pour x supérieur à xf. Maintenant, point de la corde vibrant en concordance de phase par rapport à la source S. On va déterminer les points M dans le cas général qui vibrent en concordance de phase, ou bien on dit en phase aussi par rapport à la source S. Revenons à notre animation. Je vais choisir 2 points de la corde. Ces 2 points en bleu, ce point bleu en bleu et ce point aussi. Maintenant, on va essayer de comparer le mouvement de ces 2 points lorsque l'onde progresse. Donc, on va mettre au ralenti. Donc, essayez de comparer le mouvement de ces 2 points. Lorsqu'un point monte, le deuxième monte aussi en même temps. Lorsqu'un point descend, le deuxième descend aussi. Voilà. Si maintenant on va essayer de déterminer la distance entre ces 2 points, vous voyez, entre 2 minimum, c'est la longueur d'onde lambda. Donc, ces 2 points, ils sont en un même état vibratoire. Ils vibrent avec la même élongation, quel que soit t, les 2 points ont la même élongation. Le cas que j'ai choisi, la distance entre ces 2 points, c'est la longueur d'onde lambda. Donc, 2 points en face ont la même élongation. Maintenant, je vais choisir un point M quelconque en phase par rapport à la source S, c'est-à-dire l'élongation de la source S est égale à l'élongation du point M. Maintenant, on a l'expression de l'élongation de la source, l'expression de l'élongation du point M. On va remplacer chacune par son expression. On a YS, c'est A sinus oméga t plus phi S, et YM, c'est A sinus oméga t moins 2πx lambda plus phi S. On peut simplifier par l'amplitude A. On aura alors sinus égale à sinus. Donc, oméga t plus phi S égale oméga t moins 2πx lambda plus phi S plus 2kπ. On a alors cette relation. Je peux simplifier de part et d'autre par oméga t plus phi S, oméga t plus phi S. Moins 2πx lambda, je peux le mettre de l'autre côté. On a alors l'expression suivante. Maintenant, je peux simplifier par 2π de part et d'autre. Je détermine alors l'expression de x qui s'écrit k lambda. Dans le cas général, xk égale k lambda avec k appartenant à n étoile. Prenons par exemple le cas où k égale 1. On aura x égale lambda, l'exemple que nous avons vu dans l'animation. Dans le cas général, ce sera xk, k lambda avec k appartenant à n étoile. Maintenant, que représente xk? Xk représente les abscisses de tous les points M vibrant en phase ou en concordance de phase par rapport à la source S. Maintenant,
xk, bien sûr, ne peut pas dépasser la longueur L de la corde, donc xk inférieur à L. Remplaçant xk par k lambda, on aura k doit être inférieur à L sur lambda. Donc xk représente les abscisses des points M de la corde vibrant en phase par rapport à la source S. Maintenant, points de la corde vibrant en opposition de phase par rapport à la source S. Revenons à notre animation. Donc, on va s'intéresser maintenant au mouvement de ces deux points en bleu. On va essayer de comparer leur comportement. Regardez ici, lorsque un point monte, le deuxième point, il descend. D'autre part, si un point a une élongation Y, le deuxième point a une élongation moins Y. D'accord? De plus, la distance séparant ces deux points entre pratiquement un maximum et un minimum, c'est lambda sur 2. Dans ce cas, on dit que ces deux points vibrent en opposition de phase. Donc, ils ont des élongations opposées. Alors, puisqu'ils ont des élongations opposées, on a YS égale moins YM de T. Comme tout à l'heure, on va remplacer les expressions de YS et YM de T. Voilà. Donc, on a la formule trigonométrique moins sinus x égale à sinus x plus pi. On a alors les expressions suivantes. Donc, j'ai remplacé moins sinus x plus pi. Comme tout à l'heure, en simplifiant par a, sinus égale à sinus. On aura alors les expressions oméga t plus phi s égale à oméga t moins 2 pi x lambda plus phi s plus pi plus 2 kpi. Je peux simplifier par oméga t plus phi s de part et d'autre, mettant moins 2 pi x lambda de l'autre côté. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Je peux simplifier dans ce cas par pi. L'expression finale de x s'écrit xk égale k plus n demi lambda, avec k appartenant à n. Prenons le cas où k égale à 0. On trouve lambda sur 2, l'exemple que nous avons vu dans l'animation. Maintenant, xk doit être toujours entre 0 et xf, puisque pour x supérieur à xf, les points sont au repos, ne vibrent pas. Donc, xk, dans ce cas, représente les abscisses des points M de la corde vibrant en opposition de phase par rapport à la source S. Maintenant, on va s'intéresser au point de la corde vibrant en quadrature retard de phase par rapport à la source S. Quadrature retard, c'est-à-dire ys de t égale ym de t plus t sur 4. On peut utiliser aussi la relation ym de t égale ys de t moins t sur 4. Moi, je vais prendre cette relation. Donc, on va écrire l'expression de la source, l'expression du point M, mais on va remplacer t par t plus t sur 4, puisqu'on cherche les points en quadrature retard de phase par rapport à la source S. On aura, en remplaçant les expressions, donc vous voyez ys a sinus oméga t plus phi s, ym a sinus oméga t plus t sur 4 moins 2 pi x lambda plus phi s. Bien sûr, on peut développer ce terme. On aura oméga t plus oméga t sur 4. De la même manière, en simplifiant par a de part et d'autre, sinus égale à sinus. Donc, oméga t plus phi s égale oméga t plus oméga t sur 4, moins 2 pi x lambda plus phi s plus 2 kpi. Simplifiant par oméga t plus phi s et déterminant l'expression de xk de la même manière
après tout calcul fait, on obtient l'expression finale de xk égale k plus 1 quart lambda, avec k appartenant à n, bien sûr toujours xk entre 0 et xf. Donc xk dans ce cas représente les abscisses des points M de la corde vibrant en quadrature retard de phase par rapport à la source S. De la même manière, les points de la corde vibrant en quadrature avance de phase par rapport à la source S, on aura ys de t égale ym de t moins t sur 4, ou bien aussi ym de t égale ys de t plus t sur 4. En remplaçant de la même manière les expressions, en remplaçant t par t moins t sur 4 dans l'expression du point M, développant, simplifiant par A, par oméga t plus phi s. Après tout calcul fait, on détermine l'expression de xk, on trouve xk égale k moins 1 quart lambda, avec k appartenant à n. Bien sûr, toujours xk entre 0 et xf. Dans ce cas alors, xk représente les abscisses des points M de la corde, vibrant en quadrature avance de phase par rapport à la source S. Prenons un exemple. Donc, on a la source S. Je vais choisir deux points, le point M1 et le point M2, déterminant les abscisses de ces deux points. Le point M1 d'abscisse, lambda, donc xm1 égale lambda. Le point M2, lambda, 2 lambda. Donc, les deux points M1 et M2 d'abscisse xm1 lambda et xm2 égale à 2 lambda. Donc, on peut constater que ces deux abscisses s'écrivent sous la forme xk égale à k lambda. Donc, les deux points M1 et M2 d'abscisse respectives xm1 égale lambda et xm2 égale 2 lambda, c'est de la forme k lambda. Donc, je peux conclure que ces deux points M1 et M2 vibrent en phase par rapport à la source S, puisque cette relation correspond aux abscisses de points M vibrant en phase par rapport à la source S. Passons maintenant au cas d'une onde mécanique sinusoïdale progressive à la surface d'un liquide. Le dispositif vu en classe qui permet d'étudier la propagation d'une onde à la surface de l'eau s'appelle une cuve à ondes. Cette cuve à ondes présente en hauteur une source de lumière qui peut se transformer en un stroboscope, c'est-à-dire une source de flash lumineux dont on peut régler la fréquence. Cette lumière est envoyée vers la surface de la cuve, surface sur laquelle on a déposé un certain volume d'eau, ce qui correspond à une certaine épaisseur d'eau. Donc, le dispositif est le suivant. On a une cuve à ondes constituée par un vibreur à pointe, une lumière stroboscopique, une nappe d'eau. On a un miroir plan qui va réfléchir ce qui se produit sur la nappe d'eau va être réfléchi sur cet écran. D'accord? Donc, on a alors une lumière stroboscopique, un vibreur à pointe, donc une nappe d'eau et un miroir et écran en verre dépoli. Onde circulaire. Donc, une fourchette à pointe communique en un point source, qu'on va noter par O ou S, à la surface libre d'eau des vibrations. Donc, on a une fourchette à pointe qui va communiquer, bien sûr,
en un point. Le point d'impact, on va l'appeler point source. On en note généralement par O ou S, à la surface libre des vibrations. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc, voilà la source. On observe une onde transversale et circulaire, puisqu'elle est formée par des rides circulaires, qui se propagent à partir de la source dans toutes les directions. Voilà, donc, elle est constituée par des rides circulaires. Notez bien, en s'éloignant, si vous voulez, de la source, l'amplitude de l'onde diminue à cause du phénomène dit phénomène de dilution de l'énergie. C'est le phénomène qui correspond à un transport d'énergie par chaque ride et qui sera réparti sur les surfaces d'eau de plus en plus grandes, entraînant une diminution de l'amplitude. Donc, en s'éloignant de la source, l'amplitude diminue à cause du phénomène de dilution de l'énergie. Maintenant, à la lumière ordinaire, donc voilà, donc qu'est-ce qu'on observe à la lumière ordinaire? Donc, on observe des rides circulaires concentriques en O ou S et qui se propagent à la surface libre d'eau dans toutes les directions. Notez bien, les rides circulaires sont des vagues, ou bien des petites vagues dites vaguelettes, qui sont constituées par des crêtes et des creux. Donc, cette figure représente, à un instant de date t bien déterminé, une coupe de cette surface d'eau par un plan vertical passant par la source S. Cette coupe présente une symétrie par rapport à la source S. Donc, notre figure, elle représente, voilà donc la nappe d'eau, une coupe transversale passant par le point source O. Donc, on peut constater que de part et d'autre de la source, on a une symétrie. Donc, on peut constater que la distance séparant les milieux de deux crêtes ou de deux creux consécutifs correspond à la distance entre deux rides circulaires de même nature. Si je vais choisir le milieu de deux crêtes successives, la distance, elle correspond à la distance entre deux rides circulaires de même nature. La même chose, le milieu de deux creux successifs, la distance entre deux rides circulaires de même nature. Bien sûr, cette distance est égale à la longueur d'onde ou la période spatiale lambda. Donc, cette distance, le milieu de deux rides circulaires, le milieu de deux rides circulaires ou bien le milieu de deux crêtes ou deux creux est égal à la longueur d'onde lambda. Donc, mais là, je peux conclure que la distance séparant deux rides circulaires de même nature et successive est la longueur d'onde ou la période spatiale lambda. Maintenant, à la lumière stroboscopique, donc voyons notre expérience. Voilà, donc qu'est-ce qu'on observe à la lumière stroboscopique? Je peux voir une vidéo un peu rapide, voilà. Donc voilà notre vibreur. Donc, pour TE, période des éclairs égale P fois T, qu'est-ce qu'on observe? On observe une immobilité apparente des rides circulaires. Donc, vous voyez que les rides paraissent immobiles. Maintenant, pour TE légèrement supérieur à P fois T, on observe un mouvement apparent ralenti dans le même sens que le sens réel de propagation. Maintenant,
pour TE légèrement inférieur à P fois T, on observe un mouvement apparent ralenti dans le sens opposé au sens réel de propagation. Donc, à la lumière stroboscopique, on a dit, pour TE égale à P fois T, donc P fois NE égale à N, on observe une immobilité apparente des rides circulaires centrées en haut et qui sont régulièrement espacées de la longueur d'onde lambda. Donc, on a dit, voilà une ride circulaire. Maintenant, je vais choisir, par exemple, 3 points, M, M', M seconde. Donc, tous les points de la surface d'eau, M, M', M seconde, etc., et appartenant à une même ride circulaire, ont le même état vibratoire, c'est-à-dire ils vibrent en phase et avec la même amplitude. Donc, tous les points d'une même ride circulaire, toujours ils sont en phase. Maintenant, pour TE légèrement supérieur à P fois T, ou bien PNE légèrement inférieur à N, on observe un mouvement apparent ralenti des rides circulaires et dans le sens réel de propagation. Pour TE légèrement inférieur à P fois T et PNE légèrement supérieur à N, donc on va observer un mouvement apparent ralenti des rides circulaires et dans le sens inverse au sens réel de propagation. Ondes rectilignes. Maintenant, on va passer, on a vu les ondes circulaires, maintenant ondes rectilignes. Voyons la vidéo. Le dispositif vu en classe qui permet d'étudier la propagation d'une onde à la surface de l'eau s'appelle une cuve à ondes. Cette cuve à ondes présente en hauteur une source de lumière qui peut se transformer en un stroboscope, c'est-à-dire une source de flash lumineux dont on peut régler la fréquence. Cette lumière est envoyée vers la surface de la cuve, surface sur laquelle on a déposé un certain volume d'eau, ce qui correspond à une certaine épaisseur d'eau. Un pulseur d'air envoie régulièrement de l'air, créant ainsi une onde transversale qui se propage à la surface de cette eau. On peut également régler la fréquence de l'air pulsé. Au fond de la cuve, un miroir incliné à un angle de 45 degrés renvoie la lumière qui a traversé cette épaisseur d'eau vers un écran dépoli, vertical, qui nous permet ainsi de visualiser une succession de franges claires et de franges sombres qui correspondent respectivement à un creux et à un sommet de la vague qui se propage périodiquement. Ainsi, maintenant s'achève cette première séance. Je vous laisse maintenant à la prochaine fois dans la deuxième séance. Merci beaucoup pour votre attention.